Nicolas Meyer-Rossignol, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes maire de Rouen. Vous êtes aussi la révélation de l'année 2023 pour le trombinoscope. Gérald Darmanin est venu hier dans votre ville pour décorer ceux qui ont stoppé l'incendiaire de la synagogue. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est un hommage rapide qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous en comprenez la logique ? Je crois que c'était très important de les remercier. Et vite. Oui, et vite, parce que c'est un drame absolu ce qui s'est passé à Rouen. Je voudrais insister là-dessus parce que nous sommes sur Radio J. On pourrait se dire, ce drame il concerne une communauté en France, la communauté juive. Absolument pas. Vous l'avez rappelé de façon humoristique, il y a une histoire juive à Rouen qui est très importante. Je voudrais signaler que c'est à Rouen que se trouve le plus vieux monument juif de France connu, et probablement un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux d'Europe. Sous le palais de justice, celui qui a été restauré récemment. Donc ce qui s'est passé a mis sous le choc toute la ville, et c'est un drame pour la communauté nationale. C'est un problème national, c'est pas un problème d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit. Par ailleurs, heureusement que les policiers et les pompiers sont intervenus aussi vite, parce qu'il n'y a eu qu'un mort. Mais je vous laisse imaginer ce qui se serait passé s'ils étaient intervenus, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes plus tard. Je suis allé à la synagogue, évidemment, j'étais sur place quelques minutes après le drame. L'état de la synagogue est lamentable. Elle est évidemment absolument pas utilisable aujourd'hui. Et on a vraiment frôlé une catastrophe avec des conséquences humaines et matérielles considérables. Je vous laisse imaginer l'impact d'une synagogue en flammes. L'individu qui a été tué avait un long couteau. Bon, j'imagine que c'était pas pour incendier, c'était pour faire quelque chose avec ce couteau. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis pas juge, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment frôlé une catastrophe bien pire grâce à nos services publics. Est-ce que vous en savez plus sur l'enquête ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des commanditaires pour cet individu ou est-ce qu'il a agi personnellement ? Non, je n'ai aucune information. Même si j'en avais, je ne les donnerai pas. L'enquête doit se poursuivre et je ne me prononcerai pas là-dessus. Simplement, tout ce que je peux dire, c'est que heureusement qu'on a ces services publics et ils sont intervenus très vite. D'ailleurs, nationaux et municipaux. Pour l'anecdote, mais c'est très important, il y avait un agent de propreté de la ville qui était là. Qui a donné l'alerte. Voilà, qui a donné l'alerte. Et heureusement qu'il était là. Et puis les riverains, etc. Bon, le SAMU, tous les services publics ont fonctionné. Il faut le dire, parce que parfois, on crie au loup, on crie... Les services publics de protection, de sécurité ont fonctionné. Dans quel état d'esprit est la communauté juive aujourd'hui ? Elle est apeurée. C'est l'inquiétude et c'est l'effroi. Pourquoi ? Tout le monde le comprend. D'abord parce qu'on a vraiment frôlé la catastrophe. Et puis parce que, vous l'avez suggéré tout à l'heure, là encore avec de l'humour, mais enfin la réalité c'est jusqu'où on va aller, quoi. Jusqu'où on va aller. Et c'est quoi la prochaine étape ? À Rouen, jusqu'à présent, il y avait des insultes, il y avait des tags, il y avait des intimidations, comme malheureusement dans beaucoup de villes en France et ailleurs. Là, on est passé à un cran supplémentaire quand même. Je rappelle qu'il y a d'autres communautés religieuses qui ont subi aussi des attaques racistes, qui sont peut-être pas de même nature, mais que je voudrais aussi signaler. En Normandie, il y a eu Cherbourg avec la mosquée, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, je mets pas tout sur le même plan, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un climat de haine, de tension, de violence, et comme responsable public, je pense que c'est notre responsabilité d'appeler à l'apaisement, à la tolérance. À Rouen, vous savez, il y a eu l'assassinat, à côté de Rouen, du père Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. La communauté donc chrétienne. Depuis, notamment, il y a un dialogue interculturel avec le rabbin, Shmuel Lubetski, avec l'archevêque, Monseigneur Lebrun, avec le président de l'Union des musulmans de Rouen, Bachar al-Saadi, et ils travaillent ensemble à favoriser ce dialogue dans la laïcité, qui n'est pas l'ennemi des religions, qui permet à tout le monde de croire, de ne pas croire, et de travailler, de dialoguer ensemble. C'est extrêmement important. Bien sûr que c'est plus dur avec la situation géopolitique internationale actuelle, mais il faut absolument conserver ce chemin du dialogue. Il n'y a pour moi qu'une seule communauté en France, c'est la communauté nationale. C'est une partie du travail, ce dialogue interculturel. Est-ce qu'il ne faut pas aussi plus de répression pour ceux qui commettent ce type d'actes antireligieux et notamment antisémites ? La justice et donc la sécurité, la fraternité. La justice, ça veut dire effectivement que dans le respect du droit, on doit être ferme et on doit l'appliquer dans toutes les dispositions et les marges de manœuvre qui sont à la disposition des forces de justice, des forces de police. Par exemple, je ne suis pas juge, mais la légitime défense en ce qui concerne le policier, qui est un jeune policier, qui a été amené à tirer sur l'agresseur. Et la fraternité. Je rappelle que ce mot de fraternité, il est un peu, je ne sais pas comment dire, mal valorisé. Il est quand même au fronton
de nos institutions, il est quand même dans notre devise républicaine. La liberté, tout le monde la réclame. L'égalité, beaucoup s'en prévalent. La fraternité, personne ne veut le valoriser. Moi, je défends la fraternité, c'est-à-dire, quelles que soient nos différences, considérer que nous faisons partie d'une même communauté, que nous sommes des frères et des sœurs. Ça peut paraître naïf, on en a tellement besoin. Le procureur de la Cour pénale internationale veut lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. La France soutient la démarche de la CPI. Et vous ? La France a signé et ratifié le statut de Rome qui permet à la Cour pénale internationale de lancer des procédures. Je voudrais être précis parce que ce sont des sujets qui sont souvent instrumentalisés. Contrairement par exemple au cas de Vladimir Poutine, que d'autres avaient relativisé en son temps, en mars 2023 si vous vous souvenez. Bon, là, est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt émis? Non. Il y a une proposition, il y a une proposition du procureur qui accuse, c'est son métier. Oui, bah c'est ce que j'allais dire, c'est son droit. Bon, si la France a signé et valide la Cour pénale internationale, alors elle doit accepter que le procureur de la Cour pénale internationale, en droit, ait le droit de demander un mandat. On en est là. C'est la procédure. C'est la procédure. Ensuite, je vais me placer sur un plan un peu différent. Là, je raisonnais juridiquement. Sur le plan politique, ce qui me gêne à titre personnel, je ne vais pas commenter la procédure, elle sera en cours et puis ce sera au juge de la CPI de se prononcer. Ce qui me gêne, c'est le fait que quand vous relisez la déclaration du procureur, effectivement, on a le sentiment que tout est mis sur le même plan. Et comme l'a dit Joe Biden, de mon point de vue, on ne peut pas mettre sur le même plan le Hamas, qui est une organisation terroriste, et Israël. La politique de M. Netanyahou, je la condamne fermement, je la critique violemment, politiquement. Mais je la critique dans un champ démocratique, dont ne fait pas partie le Hamas. De la même façon d'ailleurs que c'était une infamie de faire une minute de silence pour le président iranien, quel que soit le contexte tragique de sa mort. C'est un boucher, c'est un dictateur, c'est un islamiste. C'est pas quelqu'un de particulièrement respectable. Bon, donc je reviens au sujet sur la CPI. La procédure, elle doit se dérouler. Je trouve que c'est dommage et que ça ne fait pas tout à fait honneur au droit de mettre sur le même plan le Hamas et Israël. Et enfin, je voudrais dire une chose, à vrai dire, assez simple. C'est que qu'est-ce qui nous amène vers, ou qui nous ramène un jour vers le chemin de la paix? Il faut des femmes et des hommes qui souhaitent la paix. Est-ce que M. Netanyahou est aujourd'hui un obstacle ou au contraire un homme qui agit en faveur de la paix? Malheureusement, s'il affame volontairement des civils à Gaza, il est un obstacle à la paix. Vous souhaitez un changement de gouvernement? Et moi, je ne vote pas en Israël. C'est un pays démocratique et libre. Mais je pense qu'aujourd'hui, M. Netanyahou et son gouvernement ne favorisent pas la paix, sont un obstacle à la paix. La procédure de la CPI s'arrête automatiquement si dans le pays concerné, il y a une procédure. Donc si des démarches judiciaires sont engagées contre Netanyahou, la CPI s'arrêtera. C'est le principe de complémentarité, effectivement. Mais je rappelle quand même qu'Israël n'a pas ratifié le statut de Rome. De la même manière d'ailleurs que la Russie n'a pas, et les États-Unis non plus, et je crois l'Ukraine non plus. Bon, donc ça rend encore plus complexe la situation juridique. Mais encore une fois, il faut revenir au plan politique. On a besoin, il y en a, les guerrières pour la paix par exemple, il y a des femmes et des hommes, souvent des femmes d'ailleurs, des deux camps si j'ose dire, palestiniens, israéliens, qui essayent de retrouver les chemins de la paix. Malheureusement, le Hamas, j'en parle même pas, c'est une organisation terroriste qui doit être combattue absolument. D'ailleurs, vous l'avez peut-être noté, dans la déclaration du procureur, il mentionne, personne ne l'a dit, mais il mentionne à la fois le chef du Hamas, le chef de la branche armée du Hamas, le chef de la branche politique du Hamas. Parce que parfois, on entend des distinctions un petit peu ambiguës pour dire oui, mais le Hamas, il y a une partie terroriste, certes, mais il y a aussi un front de libération qui lutte politiquement, pour la CPI, etc. c'est le même mouvement. Non, je suis désolé, mais tout ça, c'est une organisation terroriste. Mais à côté de ça, il faut qu'on ait des responsables politiques démocrates, élus démocratiquement, qui aillent vers la paix. Est-ce que ce que fait M. Netanyahou et son gouvernement aujourd'hui empruntent ce chemin? Honnêtement, non. Un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Faut-il reporter le Congrès qui doit ratifier le dégel du corps électoral? Oui, absolument. C'est quand même fou, cette capacité qu'a ce gouvernement à créer des situations de tension. Les émeutes des jeunes, évidemment, c'est pas la même chose, mais enfin, il y a un an, en juillet dernier, les retraites, les gilets jaunes, enfin, on peut multiplier. Il y a une inconséquence. Enfin, je veux dire, on met le pays à feu et à sang. On pourrait parler de Mayotte. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation, enfin, je ne sais pas si tout le monde réalise, d'état d'urgence sur notre sol national. Comme il y a 40 ans. Oui, d'accord, comme il y a 40 ans, mais enfin, on aurait pu évoluer en 40 ans. Bon, avec des morts, avec l'armée.
parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. L'armée protège les bâtiments. Effectivement, bon. Est-ce que c'est une situation qui est acceptable pour un grand pays comme la France? Absolument pas. Donc, la responsabilité du président de la République, puisqu'il a voulu s'arroger ce sujet, bon, et je crois que c'était une erreur d'ailleurs, bon, c'est de ramener le calme et l'apaisement. Moi, je demande que le Premier ministre ou le président de la République se déplace sur place. Alors, vous vous rendez compte l'humiliation pour des responsables politiques, indépendantistes, ou qui luttent pour plus d'autonomie, de la Nouvelle-Calédonie, qui est une des colonies de peuplement, comme on dit, avec l'Algérie dans l'histoire de France. Bon, de s'entendre dire depuis Paris, on va faire une visio. On va faire une visioconférence. Vous croyez que ça, c'est de nature à ramener de l'apaisement? Enfin, franchement. Donc, je ne dis pas que c'est un sujet simple, mais quand même, Édouard Philippe, Jacques Chirac, Lionel Jospin, en leur temps, François Mitterrand, avaient trouvé des conditions, dans un contexte autrement plus tendu, de retour à l'apaisement. Est-ce qu'on peut essayer de revenir vers de l'apaisement? Il faut que le Premier ministre ou le chef de l'État se déplace et donne des signes. Et effectivement, le report de la réforme du Congrès est absolument indispensable. Votre candidat aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, est promis un bon score, un très bon score même. Qu'est-ce que ça va changer pour la gauche après? On est en train de déjouer les pronostics. Après, il faut être très prudent. Moi, j'en suis très heureux parce que c'est la ligne que nous soutenions, vous l'avez rappelé en introduction, depuis le départ de mon engagement au niveau national au Parti socialiste. Bon, cette ligne, c'est une ligne, c'est la ligne de Jacques Delors, c'est une ligne à la fois social-démocrate et social-écologiste, qui pro-européenne sans être naïve sur l'Europe, mais qui a conscience que l'Europe, c'est notre avenir, là, comme c'est le mot de Mitterrand. La France est notre pays, l'Europe est notre ça avenir. va pour l'Europe, mais après, il faudra en tenir compte et pour donc, relancer la gauche. Je crois, oui, mais enfin, commençons d'abord par parler d'Europe, parce que souvent, les débats européens sont confisqués à des fins nationales. Donc, je commence par cela. Et la force, d'ailleurs, de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il parle d'Europe. C'est à peu près le seul, d'ailleurs. Hein. On nous parle sinon de politique intérieure, etc., etc. Donc, il parle d'Europe, et il parle bien d'Europe parce que c'est clair. Il amène de la fraîcheur, de l'enthousiasme et de la clarté. Et ça, c'est très fort, et c'est pour ça que nous le soutenons. Ensuite, on verra bien le score. Mais je crois qu'on avait besoin de ce nouvel élan. Pour relancer la gauche autrement. Et effectivement, demain, on verra ce que ça donne à gauche. Moi, je pense que c'était important de rappeler que cette envie d'une gauche à la fois ambitieuse, claire sur les valeurs, radicale au sens propre du terme, c'est-à-dire qui est capable de prendre les problèmes à la racine sur l'écologie, par exemple, ou sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et en même temps crédible et en même temps sérieuse, qui n'est pas dans le bruit et la fureur, qui n'est pas dans l'extrémisme, qui n'est pas dans le populisme. On avait besoin de ça, ça fait du bien. Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, où l'on bute sur des pierres pour se souvenir des Juifs déportés. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain à 7h45. Votre invité sera Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes. Radio J, retrouvez le Barbier.